à toutes et à tous. Est-ce que ça marche? Bienvenue aux nouveaux et nouvelles arrivées. Ici, c'est les conférences des pourquoi. On a déjà eu 2 petites conférences qui ont démarré. On en a 4 encore pour poursuivre l'après-midi. Et nous sommes avec Mathilde Sauvé, neurologue au CHU Grenoble-Alpes et chercheuse au LPNC, car le LPNC est notre partenaire, et qui va tenter de répondre à la question « Pourquoi certains cerveaux vieillissent-ils mieux que d'autres ?» Merci Marion, bonjour tout le monde. Oui, moi je vais vous dire qu'en fait, ça commence avant que vous soyez nés. Déjà, dès la conception. Parce que le stress que la maman va subir pendant la conception, que ce soit du stress psychologique, mais que ce soit du stress physique, des infections, va conditionner les troubles du neurodéveloppement et le développement cérébral du fœtus. Et puis après, c'est tout au long de la vie qu'on prépare son vieillissement, dans un certain sens. Dès la tendre enfance, on va à l'école, et l'école, ça va permettre de développer, d'utiliser ses capacités, d'optimiser ses capacités et de développer ce qu'on appelle la réserve cognitive qui va nous permettre de résister au vieillissement et toutes les autres activités, apprendre une langue, pratiquer la musique, etc. vont faciliter le développement de cette réserve cognitive. Ça va se prolonger lors de la vie adulte avec, selon la profession que l'on pratique. Et puis également, par contre, tout ce qui est événements médicaux ou non médicaux qui vont parsemer la vie adulte vont influencer le vieillissement. Là on va en reparler, les facteurs de risque vasculaires, les traumatismes crâniens, la perte d'audition, les excès de consommation en tout genre. L'obésité, le manque d'activité physique, et puis plus tard, lors du vieillissement, c'est également important de ne pas être isolé socialement et de compenser toujours les troubles sensoriels, autant l'audition que la vue, pour optimiser son vieillissement. Il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, on va en reparler, mais il y a quand même, on estime actuellement qu'on peut influencer à 50% ce vieillissement avec les choix de vie qu'on fait. Donc ce qui n'est pas modifiable, eh bien, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on risque, par exemple, de développer une maladie d'Alzheimer. C'est très fortement associé. Là, vous avez le schéma de la Fondation Médéric Alzheimer. Vous voyez que la maladie d'Alzheimer, elle est rare entre 60 et 70 ans. Mais par contre, quand on atteint 90 ans, eh ben, on a 40% de risque de développer la maladie d'Alzheimer au cours de cette décennie. Le sexe, parce que les femmes sont plus exposées à la maladie d'Alzheimer que les hommes. Alors, on s'est longtemps posé la question, est-ce que c'est parce qu'elles ont moins de réserves cognitives, parce qu'elles vont moins longtemps à l'école que les hommes, mais ça n'a pas l'air d'être la seule explication. Il y a d'autres éléments génétiques qui jouent. Et également, il y a la génétique elle-même, qui n'est pas forcément modifiable, et qu'on ne connaît pas encore très bien, mais on fait des progrès tous les jours, qui va influencer le développement des maladies neurodégénératives. Donc la maladie d'Alzheimer, par exemple, il y a des gènes qui sont causaux, qui sont extrêmement rares, c'est dans 0,5% des cas, et la maladie se développe avant 65 ans. Mais il y a surtout, par contre, des facteurs de risque génétiques, et vous avez peut-être entendu parler du plus célèbre, c'est la POE4, qui, lui, va favoriser le développement de la maladie, même s'il n'en est pas la cause, et il va favoriser son développement à un âge précoce. Ainsi, si on regarde des patients qui ont développé une maladie d'Alzheimer jeunes avant 65 ans, on trouve une cause génétique que dans 3% des cas environ. Par contre, on trouve un facteur de risque génétique dans 88% des cas s'il y a déjà un antécédent d'Alzheimer dans la famille, quel que soit l'âge, ou dans 69% des cas, même s'il n'y a pas d'antécédent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des éléments protecteurs avec la génétique. Et en Islande, on a découvert une mutation du gène de l'APP A673T qui, elle, protège de la maladie d'Alzheimer. Donc en faisant des progrès en génétique, on pourra peut-être modifier les choses, mais ce n'est pas le cas actuellement. Pour bien vieillir, il faut éviter de mal manger. Donc tout ce qui est consommation de produits industriels n'est pas souhaitable.
Les graisses seront meilleures que les lipides sont meilleurs que les glucides en général, mais il faut sélectionner les bonnes graisses et favoriser les graisses végétales. Et puis tout ce qui est par contre sucre, et surtout sucre artificiel, soda, bonbons, etc., sont mauvais pour le vieillissement cognitif. Pour bien vieillir, il faut bien dormir. La qualité du sommeil est importante et vous connaissez sûrement le syndrome d'apnée du sommeil qui se développe en général en milieu de vie, souvent en cas de surpoids, avec des patients qui développent le dégonflement parce qu'ils ont un blocage partiel des voies aériennes supérieures ou quand les voies sont complètement bloquées, ça entraîne même des apnées. Et en fait, notre sommeil il a une architecture bien particulière avec plusieurs cycles au cours de la nuit. Du sommeil lent, léger, essentiellement en début de nuit, et puis en fin de cycle, il y a du sommeil paradoxal qui va être de plus en plus important au cours de la nuit, à chaque cycle. Le sommeil lent, léger va permettre au corps de se restaurer, donc c'est important de le préserver, et le sommeil paradoxal, il permet à la mémoire de se structurer, il permet de résoudre les conflits psychiques. Donc c'est également important d'en prendre soin. Et quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, il y a des réveils permanents qui fait qu'on arrive, les cycles ne peuvent pas se dérouler normalement et on a beau dormir beaucoup, on se réveille toujours fatigué et on a toujours envie de dormir la journée. Il y a également les problèmes d'insomnie qui sont très fréquents, on ne soigne pas encore très bien, qu'on connaît peut-être moins, mais qui ne sont pas forcément bénéfiques qui ne sont pas non plus bénéfiques. Et enfin, les problèmes d'endormissement qui sont favorisés dans notre société par l'exposition aux écrans jusque tard le soir, et puis aussi par l'organisation de notre société qui n'est pas forcément pensée pour prendre soin de nous. Par exemple, le programme télé du soir, il est maintenant à 21h10, alors qu'il y a quelques décennies, il était à 20h30. Et on sait qu'on a perdu 1 à 2 heures de sommeil par nuit ces dernières décennies, au niveau de la population, ce qui est énorme et non souhaitable. Il faut prendre soin des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont fréquents, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol également, l'obésité et la sédentarité, et puis éviter les consommations de tabac, de drogue en tout genre, et les consommations excessives d'alcool, qui favorisent les risques cardiovasculaires et qui a un impact sur le fonctionnement vasculaire au niveau cérébral et également ainsi par cet intermédiaire notamment sur le vieillissement cérébral. Tous les autres problèmes médicaux sont à prendre en compte. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des troubles du neurodéveloppement qui sont influencés dès la conception. Dont on parle beaucoup, hein, que ce soit les troubles 10, le TDAH, l'autisme, etc., qui, d'après les études qui sont en cours, même si ce n'est pas encore très bien connu, entraîneraient une plus grande vulnérabilité devant le vieillissement, avec un vieillissement notamment plus précoce, jusqu'à 8 ans, d'après une étude toulousaine qui a été faite l'an passé, et peut-être avec des présentations particulières. Les traumatismes crâniens répétés, même s'ils ne sont pas importants, donc certains sports à risque, hockey, football, rugby, sont néfastes pour le vieillissement. Ils provoquent ce qu'on appelle une encéphalopathie traumatique chronique. Et puis les traumatismes crâniens évidemment plus importants, et aussi le manque de vitamines et sûrement les infections virales, mais ça on ne maîtrise pas encore très bien le lien direct, mais ça favorise l'inflammation, des réactions inflammatoires qui sont néfastes aussi pour le vieillissement cérébral. Bien sûr, les problèmes d'audition et de vue qui nous empêchent d'être bien connectés au monde qui nous entoure, de bien percevoir ce qui se passe et de participer aux conversations, d'interagir rapidement parce qu'on a bien compris, sont néfastes au vieillissement cérébral, et tout ce qui est au niveau de la vie psychique, tout ce qui les dépressions. Une dépression, c'est important de la prendre en charge, c'est important de la soigner, et également même le névrosisme, c'est cette tendance naturelle qu'ont certaines personnes à voir les choses de façon un peu pessimiste, envisager plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. C'est plutôt un facteur de vulnérabilité contre le vieillissement. C'est important d'être optimiste. Le cadre de vie,
dire oui en ce moment, c'est pas forcément facile, mais le cadre de vie est important également, hein, la solitude et l'isolement social sont néfastes pour le développement cognitif. Il faut vivre ensemble et partager des expériences, et des conversations et des signes d'affection, c'est important. Le mode de vie dans le sens les activités qu'on réalise, hein, si on est tout le temps dans son lit à rien faire, à manger, c'est forcément pas très bon pour le vieillissement cérébral. Toutes les formes de pollution sont néfastes. La pollution de l'air, la pollution des sols, mais la pollution de l'eau, mais également l'exposition à la pollution sonore, dont on parle moins, mais qui est très importante en ville. Il vaut mieux habiter dans une rue calme qu'un carrefour où il y a beaucoup de passages. C'est meilleur pour le vieillissement cognitif. Et également, ce qui est important, c'est la profession qu'on pratique, parce qu'elle va, selon la profession qu'on a la chance d'avoir, on va plus ou moins créer notre réserve cognitive, ou au contraire avoir une activité abrutissante, ou avoir un travail de nuit, un travail trop intense, les burn-out, les surmenages ne sont pas bons pour le vieillissement cognitif. Après, il y a des solutions. Opter pour un régime méditerranéen, une alimentation saine et équilibrée. Alors, il n'y a pas besoin de faire des régimes compliqués, hein. Il faut avoir des apports sains et variés. On peut consommer de l'alcool, mais plutôt une fois par semaine, sans excès. Les centenaires, ce ne sont pas des gens qui sont parfaits, hein. Ils ont fait des excès, mais mesurés. L'activité physique, oui, un sportif qui court, hein, mais c'est pas forcément la peine de faire du sport de façon intensive. D'ailleurs, c'est pas forcément bénéfique pour la santé, le sport intensif. C'est vraiment l'activité physique. Si vous regardez nos grands-mères qui ont vécu jusqu'à 100 ans, elles n'allaient pas faire de la gym toutes les semaines. Hein. Ça n'existait pas à l'époque. Elles faisaient juste leur petite vie, elles bougeaient et ça suffisait pour qu'elles aillent bien. La stimulation cognitive à tous les âges de la vie, sous toutes ses formes. Et puis on avait dit déjà, évidemment, faire des études, et on peut en faire quand on est jeune, on peut aussi en faire plus tard. Ce serait bien que notre société ait évolué pour repenser notre rapport à la formation et à l'évolution professionnelle. Le métier qu'on pratique, il faut savoir que travailler, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé si c'est pas fait à contre-cœur, dans des mauvaises conditions de travail. Mais si on aime son travail et qu'on continue encore de travailler après la retraite en quantité raisonnable, c'est plutôt quelque chose qui est bénéfique pour le vieillissement. Bien alors, la vie sociale, comme on l'a dit, et quand on a des problèmes médicaux, si on a des problèmes d'audition, il faut penser à se faire appareiller. Même si les appareils auditifs ne sont pas encore optimaux, et qu'on fera sûrement des progrès, mais déjà c'est un plus pour rester avec les autres. De même pour les problèmes visuels, c'est important d'avoir un ophtalmo pour avoir des lunettes. Tout problème médical somatique doit être pris en charge. Et la vie psychique. La vie psychique, c'est important, aller bien psychiquement. Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Quand ça va pas bien à l'intérieur, faut pas hésiter à aller voir un psychologue ou un psychiatre. C'est quelque chose qui était difficilement admis il y a une dizaine d'années, qui a beaucoup évolué avec le Covid et beaucoup évolué parmi les jeunes. Et je pense que c'est bien, il faut apprendre à gérer le stress au cours de la vie et pas hésiter à consulter. Voilà. Ce qui est important aussi, en fait, je pense, c'est pas vraiment clairement dit, on l'étudie pas comme ça, c'est d'aimer la vie qu'on mène, de savoir en profiter en étant raisonnable. C'est vraiment quelque chose d'important, et ça, par contre, on ne l'a pas démontré. Des questions? Bonjour, merci pour votre présentation. Sur une diapo, je voyais l'influence, on va dire, des affections. Qu'est-ce que vous pensez du lien entre la vaccination contre le zona et l'Alzheimer? Je dis ça parce que je me suis fait vacciner hier. Alors spécifiquement, je n'ai pas d'avis spécifiquement sur cette vaccination-là. En général, il vaut mieux se faire vacciner. Le Covid n'a pas eu un effet très bénéfique sur le plan cognitif chez les patients. Par exemple, ça on le sait bien clairement.
Donc c'est important plutôt de se faire vacciner et de se protéger que de s'exposer aux infections, en général. Vous avez parlé du fait que les femmes sont plus concernées par l'Alzheimer et le vieillissement. Est-ce que c'est pas par rapport au fait que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes? Ça fait partie des hypothèses, comme le fait qu'elles vont moins à l'école aussi. Après, c'est vrai que par exemple, si on regarde les centenaires, il y a 1,5 million de centenaires en France actuellement. Et en fait, il y a quand même plus de femmes. Donc c'est à double tranchant. Mais on retrouve plus souvent la maladie d'Alzheimer chez les femmes sans qu'on puisse encore bien expliquer ce qui se passe. Il y a peut-être une influence génétique qu'on ne connaît pas. Donc il n'y a pas de réponse absolue à cette question. C'est juste un constat, en tout cas en nombre de chiffres, il y a plus de femmes que d'hommes, et pas que lié au nombre d'hommes, c'est pas que proportionnel au nombre d'hommes ou au nombre de femmes. C'est une maladie qui touche plus. Dans la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pas vrai pour toutes les maladies, oui. Par exemple, la maladie frontotemporale, plus souvent les hommes. Juste pour revenir sur la maladie d'Alzheimer concernant les femmes, est-ce que la piste de la charge mentale a été étudiée? Non, mais c'est une bonne question. Enfin, pas directement, en tout cas, j'en ai pas. Voilà. Mais c'est important la charge mentale. Et surtout, peut-être aussi la façon de vivre la charge mentale. Il y a plein de façons d'aborder le problème. Les hommes n'ont pas un vide mental. Comment? Les hommes n'ont pas un vide mental. Non. Non, mais peut-être avoir à charge mentale égale, pas sûr qu'on soit aussi. Voilà, on a peut-être moins de recul parfois que les hommes, c'est possible aussi. C'est des questions à creuser. Il y avait marqué TND, donc les troubles neurodéveloppementaux, du coup il y a tendance à vieillir prématurément ou à être préservé plus longtemps? Non, à vieillir prématurément. Parce qu'en fait, c'est pareil, on ne sait pas directement. On suppose que comme ils utilisent déjà des systèmes de compensation pour leurs troubles neurodéveloppementaux, à partir de 50 ans, il y a une certaine réorganisation du cerveau et besoin de compenser le vieillissement naturel. Ils sont déjà un peu saturés et qu'on arrive plus vite à quelque chose de pathologique. Mais c'est en cours d'étude, hein, c'est pas encore des vérités absolues. Vous avez dit que être trop pessimiste c'était néfaste pour le développement cognitif et je voulais savoir dans quelle mesure. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Vous voulez un chiffre? Non, de quelle manière, pourquoi est-ce que c'est néfaste cognitif? Ah, pourquoi c'est néfaste? Peut-être parce qu'on cherche moins de solutions ou qu'on. Voilà, je sais pas si. Oui, peut-être on cherche moins de solutions, on a aussi plus une tendance à avoir une humeur dépressive et à développer des dépressions. Voilà. Après, est-ce que chacun peut contrôler complètement sa vision, sa façon de voir la vie? Ça dépend aussi de l'histoire qu'on a. Hein. Tout n'est pas modifiable dans les facteurs prédisposants malheureusement. Vous avez utilisé la notion de réserve cognitive sans l'expliciter. Est-ce que c'est l'idée que le vieillissement c'est un espèce de capital qu'on cumule et qui se vide, ou est-ce que c'est une notion un peu différente? Non, c'est pas. Enfin, donc je le verrai pas comme un capital. Enfin, peut-être que Monica s'exprimera mieux sur cette question, mais c'est pas un capital qui se vide, mais en tout cas d'être exposé à une éducation au cours de la vie, à une profession stimulante sur le plan cognitif, etc. Ça optimise vos capacités naturelles et donc ça permet de résister au vieillissement. Il y a sûrement une sorte d'augmentation des connexions intersynaptiques et de stimulation des réseaux qui favorisent ça. D'autres questions? Merci. Sur tes premières diapos, tu parles des lipides versus sucre, glucides. Mais à l'intérieur des lipides, il y a
je pense, une grosse différence entre les graisses saturées et non saturées. Les non saturées étant très impliquées dans la régénération cellulaire, alors que les graisses saturées entraînent des problèmes cardiovasculaires. Est-ce que il vaut mieux les graisses. En fait, c'est des donc en fonction de la qualité des lipides et du type de lipides, et notamment les effets sont opposés, je suppose, sur le vieillissement. Oui. Les oméga 3 qui sont retrouvés dans les poissons gras comme le saumon ou la sératine sont protecteurs et donc c'est important d'en consommer. Ou l'huile d'olive, dans certaines huiles, l'huile de noix. Il y a un enrichissement qui est fait aussi. Oui, c'est important. Merci. C'était une question qui va un petit peu dans le même sens que celle de Martial, c'est est-ce qu'on comprend un peu mieux là, on a des associations, on sait qu'il y a des corrélations entre certains aliments et les pathologies neurodégénératives qu'ils peuvent engendrer, mais est-ce qu'on connaît les mécanismes? Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau exactement ou dans les cellules? En fait, sur la consommation des lipides, puisqu'on en parlait tout de suite, par exemple, ça influence la composition des neurones, qui ont une membrane cellulaire qui est pas mal chargée en lipides, et en fonction de la composition des neurones, on sait les phénomènes d'exostose qui permettent d'évacuer des protéines du neurone sont différents en fonction de cette composition lipidique. Donc ça influe vraiment aussi le fonctionnement cellulaire. Et pour tout ce qui est produits artificiels que vous avez mentionné, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a plusieurs éléments, alors je ne le maîtrise pas très bien sur le plan biologique ce qui se passe. Il y a plusieurs éléments qui interagissent. Il n'y a pas seulement la composition des aliments qui sont particulièrement riches en sel, alors qu'on sait que par exemple chez les centenaires, c'est plutôt des gens qui ont mangé peu de sel dans leur vie. Donc le sel est important, le type de lipides, et puis aussi des éléments qui sont rajoutés, qui sont néfastes, pour les colorants, et quelques, qui ne sont pas forcément bénéfiques. Donc c'est à différents niveaux en fait, dans l'alimentation industrielle. C'est pas un mécanisme particulier. Une autre question? Non, je vous remercie, Mathilde, pour cette conférence.